Salut Alexis. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation. Alexis, tu es député de Seine-Saint-Denis, membre du groupe écologiste et social. Si je t'ai invité, c'est parce que tu es aussi l'un des cofondateurs de l'Après, un parti politique qui a maintenant une petite année et qui s'est réuni en congrès ce week-end. Congrès fondateur, où vous avez élu une coordination nationale, où vous avez débattu et acté de direction pour l'avenir. D'abord, à quoi ça sert l'après ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes, lorsque vous avez été, je vais utiliser un mot que les insoumis n'aiment pas beaucoup, purgé de la France insoumise, qui était votre parti, à toi, à Clémentine Autain, à Raquel Garrido, à Hendrik Davy et à quelques autres, qui était votre parti quand vous avez été purgé. Pourquoi est-ce que vous avez constitué un autre parti et pourquoi est-ce que vous n'avez pas rallié un autre parti existant, je ne sais pas, Génération, Europe Écologie Les Verts ou que sais-je ? Alors, excellente question. Et comme on est sur un format où ceux qui suivent ce que tu fais sont en général des gens qui s'intéressent un peu de près à la politique, on peut rentrer dans le détail. Déjà, tu as raison de rappeler, ce qu'on a fait ce week-end-là, c'est le congrès constitutif de l'Après, qui était Association pour la République écologique et sociale et qui devient, il y a une subtilité, Alliance pour la République écologique et sociale. Des micro-détails parce qu'on a aussi agrégé des groupes militants, un groupe qui s'appelait la Gauche démocratique et sociale, qu'on connaît autour de la personnalité de Gérard Filoche, et une autre organisation qui s'appelle Ensemble. Désormais, nous fusionnons, il ne faut pas dire ce mot fusionner parce que les copains tiennent à ce que c'est une convergence, dans quelque chose de commun. Tu dis parti, acceptons-le, c'est un mouvement. Là aussi, je ne sais pas que je joue sur les mots, mais on a une audience que moi, je ne qualifie pas encore comme un parti, mais qui est un mouvement, et il y a un caractère dynamique dans le mot mouvement, c'est-à-dire que moi, je le conçois comme une brique d'une fondation plus grande. Et cette fondation plus grande, bien sûr, elle s'adresse aussi à des groupes que tu as nommés, Génération, fondée par Benoît Hamon. Benoît Hamon, d'ailleurs, nous a fait le plaisir de venir à notre congrès. Picardie Debout, qui va devenir Debout, de François Ruffin. Voilà, on discute de tout ça. Et Europe Écologie Les Verts aussi ? Alors, pourquoi pas ? Il y avait Marine Tourdelier, elle a pris la parole. Ah oui, alors Marine Tourdelier a pris la parole, Olivier Faure nous a fait un message, Lucie Castet nous a fait un message, le Parti communiste était présent, le NPA nous a fait un message, etc. On a essayé d'inviter tous ceux, et la France Insoumise a été invitée, je tiens à le rappeler, et on a invité, notamment on a adressé un message à son coordinateur national. Ils ne sont pas venus, mais ils seraient venus, ils auraient pu voir un peu où nous en étions. Alors là, il y a une question, et je le prends par une blague, c'est-à-dire que des insoumis, il y en a un peu des rageux sur Twitter, tu veux l'unité, parce qu'on veut l'union et l'unité, et puis vous commencez par quitter la France Insoumise pour faire un nouveau parti. Alors je rappelle que je n'ai pas quitté la France Insoumise dans une volonté de la quitter. Nous en avons été, alors le mot purger agace certaines personnes qui nous en proposent une autre, mais enfin, après quelques années de service, notamment 25 ans ou plus de combat aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, avoir été fondateur de la France Insoumise, etc., il s'avère qu'un jour, lorsqu'il y a eu la dissolution, tu as sans doute raconté tout ça, ou d'autres copains et copines sont venus le dire, un mail à 23h, la veille quasiment du dépôt des candidatures, nous annonçait que nous n'étions plus reconduits. D'autres personnes, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, qui n'étaient pas souvent engagées d'ailleurs sur les lieux où nous militions, nous remplaçaient. Et on a eu une petite idée, on a l'esprit mal placé, que peut-être, comme ça faisait pratiquement un an que les mêmes personnes qui n'étaient pas reconduites essayaient de porter une discussion au sein de la France Insoumise, que c'est pour ces raisons politiques-là que nous étions écartés. Et dans ce mouvement de protestation, il y a, je pense, facilement plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers d'insoumis qui ont été débranchés. Un peu en mode, quand je dis pour être piquant, c'est l'ubérisation de la vie politique. T'es pas exclu, t'es débranché de la plateforme. On sait pas pourquoi, tu sais, quand avec ton téléphone, tu commandes un truc. Bon, je pense pas qu'on fasse de la politique sérieuse comme ça. Mais donc on s'est retrouvés, déjà on n'a pas accepté cette situation, et on a voulu démontrer que c'est nous qui avions raison, et que c'était aux électeurs de gauche de nous le dire, ce qui m'a amené à ce que moi j'ai maintenu une candidature à Montreuil et Bagnolet. Ça a été le cas aussi d'Hendrik Davy à Marseille, Daniel Simonet, d'autres amis, et on a gagné. Et même Raquel qui s'est maintenue, a fait un score significatif, et accessoirement, je le rappelle, a appelé à voter, s'est désistée, elle aurait pu se maintenir au second tour pour le candidat insoumis qui avait été présenté contre elle. Donc elle a fait un score même plus important en 2024 en termes de nombre de voix que ce qu'elle avait fait 2 ans auparavant. Donc on a démontré aussi que parmi beaucoup de gens qui votaient insoumis, ils n'étaient pas d'accord avec cette purge, et on a eu raison. Alors une fois qu'on se retrouve dans tout ça, nous on reste, moi je suis un homme de fidélité politique, j'ai porté le programme et les programmes de Jean-Luc Mélenchon, j'ai été farouchement pour le tournant stratégique, c'est très bien qu'on y revienne, de 2022 dans l'histoire insoumise, qui signifiait que nous passions à une situation où nous étions
pour l'Union, ça s'appelait la NUPES, Nouvelle Union Populaire et Sociale, puis après le NFP, et que nous pouvions être l'aile marchande, le moteur de cette union qui correspondait à une nouvelle période politique qui était marquée par le fait, notamment, que ça faisait 2 fois qu'une candidate d'extrême droite était au second tour de l'élection présidentielle. Je rappelle qu'en 2016, quand on fonde la France Insoumise, c'est pas ça le paysage politique. L'élection qui a eu lieu avant, c'est Sarkozy contre Hollande, et Hollande qui gagne. Et on était dans un moment de gouvernement socialiste qui posait toute une série de problèmes, et d'un tel désarroi, une telle déception que le président François Hollande lui-même ne pouvait même pas se représenter. Ça, c'est le cadre dans lequel on a fondé la France Insoumise, sa stratégie, dans un premier temps, de mise à distance, notamment de la gauche gouvernementale qui était fortement rejetée. Mais moi, j'ai envie de dire, nouvelle période. Et à nouvelle période, nouvelle stratégie. La nouvelle période, c'est celle que le pôle d'extrême droite est extrêmement dynamique. Alors on peut discuter si on est d'accord ou pas avec cette appréciation. Moi je donne mes chiffres. Ça fait 2 fois qu'une candidate d'extrême droite est au second tour. Elle progresse à deuxième tour comparé 2017-2022 de 24% entre les 2 tours. Que si c'est la même progression mécanique la prochaine fois, que ce soit elle ou un autre candidat d'extrême droite, elle est à 50%. Et je rappelle juste au passage, à élections comparées, qu'elle progresse de près de 31% aux élections européennes, entre 2 élections européennes, et aux élections législatives en 2024, en termes de nombre de voix, elle progresse de 60%. Donc l'extrême droite est en dynamique, parce qu'elle gagne des voix, parce que des gens de droite votent désormais extrême droite, etc. Donc si on ne voit pas cette situation de tripolarisation de la vie politique, 3 pôles, le pôle NFP-NUPES, le pôle, on va dire, on dit le bloc bourgeois, on est entre nous, Macron, la droite, qui, sans doute, en raison des menaces qu'ils vont subir, peuvent, à mon avis, se rassembler autour d'un candidat. Et le pôle d'extrême droite, on voit bien qu'il y a une situation où nous, on doit rassembler notre pôle, j'ai envie de dire, et créer les conditions qu'il soit en dynamique. Ce pôle-là, à l'élection présidentielle, il rassemble autour du candidat qui agrège le vote utile Mélenchon. Et c'est une force d'agréger le vote utile, c'est pas une facilité, c'est le talent de Jean-Luc qui le permet. 7 millions de voix. Cette stratégie, on la remet, enfin là, on tourne après, il y a la NUPES et le NFP, on fait 9 millions de voix en 2024, on arrive en tête, c'est une stratégie qui apporte, mais si on veut gagner une élection présidentielle, parce que c'est ça l'enjeu, il faut faire 16 ou 17 millions de voix. Donc, d'où notre idée, c'est que ce pôle, faut le garder, l'améliorer, le consolider, l'élargir dans le pays. Et ce débat stratégique que nous avions au sein de la France Insoumise, parce que je vois bien qu'il y avait une situation où il était de bon ton de dire plus jamais les socialos, Fabien Roussel est un doriotiste, les écologistes, ils font du jardinage, etc. Par ailleurs, au sein du PS, au sein du PC, au sein des écolos, il y en avait aussi qui tapaient sur la France Insoumise. Il y avait une ambiance de division qui ne nous semblait pas correspondre à la période. Cette discussion, j'ai échoué, je tiens à le dire, s'il y a des insoumis qui te regardent, j'ai échoué. J'ai pas pu poser cette discussion au sein de la France Insoumise, mais elle explique la raison pour laquelle on s'est fait foutre dehors. Faut pas me prendre pour un imbécile, d'accord ? Une fois qu'on est dehors, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on arrête de faire la politique, soit on dit je rejoins un parti politique, mais si j'étais insoumis, c'est parce que je suis porteur d'une culture politique, me semble-t-il, sur des questions de rupture démocratique, avec la Ve République, d'exigences sociales, d'exigences écologiques, etc., que je retrouvais pas complètement dans les autres partis. Puis il s'agit d'agréger pour faire de cet émiettement de soutien une force matérielle, c'est-à-dire un outil politique qui peut faire des campagnes, qui sort des affiches, qui peut peut peser sur les événements. Alors je termine, ma réponse elle est longue. Sur quoi on veut peser ? On veut peser sur le fait que ce qui correspond stratégiquement à la période, là aussi je m'adresse aux amis insoumis qui nous regarderont, j'ai pas de désaccord fondamental avec le programme de la France Insoumise, j'ai un désaccord stratégique. Je pense que nous devons tout faire dans la période qui vient pour maintenir l'unité du NFP et créer les conditions même que le NFP se présente avec un candidat commun à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Bon, ça, évidemment, ça frotte et ça amène une discussion. Ça a amené une discussion au sein de la France Insoumise. C'est pas non plus évident au sein des autres organisations. De ce point de vue-là, on aura compris pour ramasser mon propos, on est totalement aligné avec l'initiative qui va avoir lieu, sera-t-elle un succès ou pas, à me de voir, autour de Lucie Castet, qui avait été notre candidate commune, qui démontre que tout ça peut se rassembler sur une personnalité, pour dire le 2 juillet prochain, il faudrait que tout le monde se rassemble pour discuter. Est-ce qu'on analyse la situation politique pour dire que chacun y aille, il n'y a pas de problème, et puis le meilleur, et puis au second tour on le soutiendra, qui est une analyse un peu années 70-80, en gros, où il y avait évidemment un candidat de gauche et évidemment un candidat de droite au second tour, après on le soutiendra, ou est-ce qu'on pense que pour franchir la marche du premier tour, il faut être rassemblé, et deuxièmement, il faut une stratégie qui permet que si l'un d'entre nous venait à être au second tour, il puisse aussi gagner face à l'extrême droite. Et là, chacun comprendra ce que je suis en train de dire, parce que c'est aussi une question stratégique. Il ne s'agit pas seulement de bétonner un plancher, il ne faut pas en même temps bétonner un plafond.
Parce que quand je dis que entre 7 et 9 millions de voix pour l'instant de la gauche et des écolos, et que pour gagner, il faut faire 16 à 17 millions de voix, il faut aussi avoir quelque chose qui nous amène à être un élément d'agrégation des gens et à pas subir notamment une défaite face à l'extrême droite. Parce que là, l'histoire, et à travers l'histoire avec un H majuscule, le peuple français nous en voudrait beaucoup. La jeunesse aujourd'hui magnifique qui se mobilise sur des questions de racisme, sur les questions de soutien à la Palestine, cette jeunesse issue des quartiers populaires et de l'immigration, elle sera la première victime de la victoire de l'extrême droite, qui lui fera pas seulement mal politiquement, qui lui fera mal physiquement. Donc la question de la lutte contre l'extrême droite, c'est pas seulement faire claquer des drapeaux, du clapping et somos tutti antifascisti, mot d'ordre magnifique, c'est aussi comment on le traduit dans des mots d'ordre et des stratégies électorales pour pas perdre. Parce qu'il suffit pas de faire des manifestations de masse, l'histoire nous l'apprend. Si on est très antifasciste puissant dans la rue, mais qu'électoralement on est divisé, c'est le fascisme qui passe. Bon, voilà, toutes ces questions-là, c'est celles qui sont au cœur de notre fondement de l'après. On est les unitaires, voilà. Voilà, alors vous êtes les unitaires et on voit bien justement que cette question de l'union, en tout cas toi, dans ton discours, dans le discours que tu as fait hier dans le cadre du congrès de l'après et là aujourd'hui, c'est ta colonne vertébrale, l'union. Ma question c'est, est-ce que tu penses que l'union fait le projet? Parce que dans la description que tu fais de l'état présent et de la montée en puissance des forces proto-fascistes, néo-fascistes ou fascistes tout court, il y a aussi la question de la réduction comme peau de chagrin de la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle fait toute mouillée, elle fait autour de 30%, ce qu'elle ne faisait pas il y a 20 ans, elle était plutôt autour de 50%. Et donc du coup, est-ce que tu ne te dis pas que bon, c'est sympa en fait d'agréger les forces, mais il faut aussi essayer de trouver un projet qui soit propulsif pour réfléchir Pablo, le monde. Tu as totalement raison. Donc, j'essaie de ne dire que ça. Premièrement, je rappelais tout à l'heure, en 2016, quand on fonde la France Insoumise, la gauche, à l'élection présidentielle précédente, additionnée, était autour de 45%. Et là, tu as raison de pointer qu'elle est aujourd'hui entre 28 ou 32 quand on l'additionne. Donc on a un sujet d'élargissement. Maintenant que les choses soient claires, si j'ai moins développé sur la question du programme, et qu'on est surtout un mouvement à identité stratégique à l'heure actuelle, c'est qu'aussi sur le programme, moi j'ai pas une culture Kleenex des choses. On en a eu un programme. Celui de la NUPES. On a eu le programme du nouveau Fonds populaire. Je l'ai amené encore. Il existe, il est là, il nous a rassemblés. Il a rassemblé plus de 9 millions de voix. Il est perfectible, il faut l'élargir, il faut le populariser. J'ai un problème avec ce mantra, cette bible qui est le programme du nouveau Front populaire. C'est qu'en vérité, ce programme du Front populaire, tout le monde sait très bien que c'est le programme de la France Insoumise, avec quelques bémols et quelques notes de bas de page. Bah si, quand tu les compares, c'est eux qui ont produit, qui ont fait le travail programmatique le plus important. Et après, vous avez rajouté des notes de bas de page pour dire oui, c'est Parti socialiste, c'est pas d'accord. Je te laisserai pas dire ça parce que je crois c'est premièrement, si le programme de la France Insoumise, comme tu dis, ou ce qui a fait 22% avec Jean-Luc Mélenchon, etc., c'est que les gens ont compris qu'il y a des volontés de rupture. Radicalité, on peut discuter, hein, la radicalité je suis pour, mais de rupture avec sur des questions fiscales, qu'il faut une autre fiscalité parce que la situation n'a jamais été aussi injuste, qu'il faut évidemment travailler sur la question des salaires, sur la défense du salariat, que sur les retraites il fallait abroger la réforme Borne et même travailler à un autre système de retraite qui nous permet d'aller vers le retour à la retraite à 60 ans, sur la question des institutions, d'aller vraiment d'en finir avec la monarchie présidentielle de la Ve République, sur la question de l'écologie, c'est une évidence aujourd'hui qu'il faut avancer sur et ça, il y a une culture commune. Moi, tu sais, j'ai écouté le congrès du Parti socialiste. Je vais être très provocateur, mais en vérité, j'ai 56 ans, je commence à en avoir vu. La gauche, dans le PS, PC, écolo, insoumis, elle n'a jamais été aussi proche idéologiquement. Quand on prend la discussion sérieusement, sur la question de la Palestine, qui est un élément manifestement de grande division, je vois bien en disant il y a les vrais, les purs, etc. Mais dans ce programme, il y a un an, tout le monde a dit la même chose. Cessez-le-feu, reconnaissance de la Palestine pour 2 États. Je veux dire, Netanyahou reconnu comme criminel de guerre. Il y avait le débat sur la reconnaissance du génocide. Moi, j'ai été un des premiers avec les insoumis à le reconnaître. Mais j'ai entre ceux qui disaient crime contre l'humanité, crime contre génocide en raison de la définition qui en est donnée par le droit international, de destruction de partis, tout ou partie d'un peuple. Bon, moi, ça me va, mais je veux dire, c'est ça qui va diviser la gauche, c'est qu'il y en a qui ont dit crime contre l'humanité dans un premier temps, et qui aujourd'hui d'ailleurs disent génocide. Bon, on voit bien que là, soit on est sérieux, et on veut vraiment soutenir le peuple palestinien, on veut vraiment avoir quelque chose, soit on joue à trouver en permanence des points de désaccord pour dire non, jamais avec toi. Parce que la meilleure contribution qu'on peut donner quand même aujourd'hui pour la paix, parce qu'on n'en parle pas, mais on a abordé d'autres sujets, c'est quand même la grande menace aujourd'hui qui pèse sur le monde, c'est la meilleure contribution pour la paix qu'on peut faire, c'est créer les conditions qu'il y ait un président ou une présidente en France, pour la paix. Parce que c'est ça, la grande question. Alors, pour revenir à ta question, non, moi je crois que déjà,
ça, c'est une concession de l'adversaire. Je te mets pas dans ce camp, mais souvent des éditorialistes qui disent de toute façon le programme était insincère, donc il n'y a plus de programme. Je ne trouve pas du tout insincère. Mais en gros, ils se sont fait tordre le bras, ils y croient pas. Moi, je pense pas. Je pense pas. Et j'invite même ceux au sein du Parti Socialiste qui ont pu se dire il y avait un rapport de force favorable des Insoumis qui nous ont mis ce programme dans les mains. Mais j'observe qu'il a rassemblé quand même plus de 9 millions de voix, donc les électeurs y ont cru. Et moi, ce qui m'avait fait vraiment tourner stratégiquement, quand en 2022, à Montreuil et Bagnolet, j'étais le candidat alors qu'on s'était affronté avec les communistes, les socialistes, les écolos, ça a parfaitement marché, les électorats se sont parfaitement fusionnés, et ils savaient qui j'étais. Et j'ai été même le député le mieux élu de France. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cœur des électorats, en vérité, tout le monde veut qu'on augmente les salaires, enfin je ne reprends pas tout. Donc je crois qu'il y a quand même une homogénéité programmatique, qu'il serait bon, tout après l'histoire de bataille politique, que chacun à sa place valorise ce qui a été fait, plutôt que passe son temps à l'heure actuelle à dire non mais on n'est pas complètement d'accord, c'est pas vrai, et parce qu'on a en plus toute la caisse de résonance médiatique de ceux qui ne veulent pas l'union pour en rajouter, pour dire, en gros souvent je vois des gens qui disent sur les plateaux télé, des chroniqueurs, des éditorialistes, de toute façon vous êtes d'accord sur rien, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est unis sur la bataille sur les retraites, on est unis sur la défense de l'attaque Zuckman, c'est ma copine Clémentine Autain avec Eva Sass qui a fait passer ça. Enfin, on pourrait pointer les sujets. Il y a des points de désaccord, mais il y a quand même, fondamentalement, on vote la même chose, tout le NFP, à 85% des votes à l'Assemblée nationale. Donc il y a là quelque chose qui sont des éléments, et pas des trucs, pas des astuces, pour faire ce programme commun. Je ne dis pas, quand je dis ça, c'est pas par naïveté que je le dis, c'est par pur réalisme. Bien sûr qu'il y a des questions. Après, il peut y avoir une chose qui est vraie parce que ça pèse sur la conscience de millions de gens. Est-ce qu'on peut faire confiance aux socialos, machin? On peut discuter de tout ça parce que quand il était au pouvoir, bon. Après, il faut pas non plus ne pas voir ce qui se passe. Olivier Faure, il vient d'être élu à la tête du PS contre François Hollande. C'est pas exactement la même chose. Et puis, comme dirait, j'avais vu, c'était Olivier Besancenot, si le problème du PS, c'était que le fait qu'ils ont décidé de pas voter la censure au gouvernement, on irait bien, hein, parce qu'il y a d'autres problèmes. Donc, arrêtons, là encore. Moi, je suis inquiet que les gens ne voient pas la menace d'extrême droite et jouent aujourd'hui à des exacerbations de désaccords pour souvent défendre un peu des boutiques et derrière des boutiques des candidats et à pas travailler à l'intérêt général. Je pense que ce chemin existe encore, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est l'unité sans contenu, c'est pas propulsif. Si c'est uniquement l'unité pour dire on attend un sauveur, qu'importe le programme, c'est pas propulsif, mais la défense de la pureté de la radicalité dans un cadre de division et d'affrontement au sein de notre camp, c'est aussi impuissant. D'accord, il faut tenir les deux bouts. Et je pense que le chemin existe encore, mais il faut la volonté de le faire, il faut des outils pour le faire, des appareils, des gens, des militants. Du coup, je vais te poser la question dans l'autre sens. Si je te suis bien, tu me dis, le programme on l'a, le problème c'est le candidat. Et le problème c'est Jean-Luc Mélenchon. Tu m'as sous-entendu très fortement que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que même s'il passait la barre du premier tour, il serait sûrement battu par le candidat Rassemblement National au second. C'est toutes les projections, en tout cas, le proposent, enfin vont dans ce sens-là. Moi, ce que je te dis, c'est que, franchement, si vous dites, on a le programme qui est, en fait, le programme de la France Insoumise, et tout le monde l'a très bien compris, même si tu essayes de m'expliquer, genre que c'est pas tout à fait le cas, le candidat, ce sera Jean-Luc Mélenchon, et les gens, ils iront voter pour le candidat qui a produit, en fait, ce Non, mais attends, programme. puisque t'es rigoureux, dis-moi avec quoi les écolos sont en désaccord avec ce programme. Dis-moi avec quoi les communistes sont en désaccord avec ce programme. Mais en fait, la façon... Non, mais parce que peut-être que le programme de la France Insoumise était aussi déjà, avant même, un programme d'union au sein de la gauche. D'accord. Donc, oui, mais alors, si tu dis exactement, c'est bien, si tu lui donnes un caractère patrimonial, je comprends ton idée, mais je la caricature pour qu'on se comprenne, qui consiste à dire à tout le monde, en fait, vous vous êtes fait enfler parce que vous êtes fait imposer un programme qui n'est pas le vôtre. Tu crées une culture au sein des organisations où les gens disent, on s'est fait avoir. Moi, je dis que si on s'est mis d'accord sur ce programme, c'est que ce qu'ils ont réalisé, c'est que le travail que tout le monde salue qui avait été fait de la France Insoumise, c'est que c'était un travail de synthèse des cultures majoritaires au sein de la gauche. Il faut augmenter les salaires, il y a même des fois qui caricaturent en disant en vérité le programme de Mélenchon, il est moins radical que celui de Mitterrand en 81, on s'en souvient. Donc c'est bien la preuve que c'est un programme qui est comestible et qu'il n'est pas d'appartenance, tu vois ce que je veux dire. Le bœuf bourguignon, il appartient pas uniquement au restaurateur qui te le sert, c'est de la culture. Donc tout ça c'est de la culture politique de gauche. Je suis d'accord, mais dans la culture politique de gauche, je trouve que les éditorialistes des chaînes d'information ont bon dos d'être
être les uniques semeurs de zizanie au sein de la gauche. Non. Genre, mais non, et donc dire sur 90% on est d'accord et le problème c'est et ces 10% finalement mettons-les sous le tapis, je ne suis pas d'accord puisque c'est précisément la raison pour laquelle aujourd'hui on a des cultures politiques qui sont différentes entre les communistes qui parfois ont des mots très verts à l'égard de la France insoumise ou les écolos ou les socialistes. Alors, je veux dire, c'est pas la même chose que les insoumis et encore une fois, la question des votes à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est pas suffisant. Puisque, précisément, la façon dont aujourd'hui ils expriment leur identité politique, c'est contre les autres, tu vois. Donc, mais là, tu me parles de style et de stratégie. Pas uniquement. Bah, sur quoi ? Vas-y, non, mais illustre. Mais sur, je sais pas moi, sur l'énergie. Enfin, je veux dire, il y a eu un débat la semaine dernière sur l'énergie, tu vois. Vieux débat qui est là depuis 20 ans. D'accord, tu m'as pris la question du nucléaire, je te prends la question des retraites. Tu me dis, on était tous contre la réforme des retraites. C'est tout à fait juste, tu vois. En revanche, si après on commence un peu à gratter, aujourd'hui, les socialistes, quand ils te disent on veut pas la réforme des retraites, si c'est pour avoir la réforme de Marisol Touraine, qui pour l'instant ils s'en sont jamais dédiés, la réforme de Marisol Touraine, elle augmente aussi le nombre d'adultes à 43 ans, tu vois, avec une augmentation de trimestre année. Alors je t'accorde, très bien, mais si pour des millions de salariés déjà on obtient l'abrogation de la réforme Borne, c'est un acquis qu'il faut pas sous-estimer. Deuxièmement, il m'a pas échappé, même au sein du débat à l'Assemblée nationale, que Hollande était un défenseur de la réforme Touraine, mais que quand même, il faudra préciser, au sein du Parti socialiste, cette affaire, on peut avancer parce qu'il voit bien la difficulté. Après, comment dire, attends, t'as dit tout à l'heure, pas Mélenchon, moi je suis pas de cette culture-là. Moi, je rentre pas dans la discussion en disant un tel ou un tel, ils sont blacklistés. Je suis pas d'accord. Je l'ai essayé de le dire à mon congrès. Halte au feu. Je veux dire, on n'a pas d'adversaire à gauche. Je commence pas une discussion unitaire en disant toi t'es tricard et toi c'est des sottises. Je dis par contre personne ne s'impose. Il n'y a pas de candidat naturel qui fait que la discussion elle est pliée, comme je l'entends de la part de certains. Et là, je vise pas seulement les insoumis, je vise aussi, on se réunit au moment où Raphaël Glucksmann, je dirais son programme en détail, vient et nous dit l'affaire est réglée aux élections européennes. J'ai fait 13% aux élections européennes, ça représente 6% des électeurs inscrits. Et donc c'est clair désormais, en gros, mandat m'a été donné par les Français pour que j'y aille seul, vous m'embêtez avec vos primaires ou toute union. Je veux dire, Sa Majesté Glucksmann va régler. Non, mais ça, il ne comprend pas la période. Et d'ailleurs, c'est des stratégies entre LFI parfois et Glucksmann qui sont un peu les mêmes en miroir inversé. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils sont auto-félicités quand Glucksmann a dit qu'il voulait pas aller à la primaire. J'ai eu beaucoup d'insoumis, ça m'a abusé de dire, il a raison, après tout. Bon, ça, c'est le mode light et doux des gauches irréconciliables de Manuel Valls. En gros, c'est vrai qu'on est en désaccord et tout. Bon, je rappelle que Raphaël Glucksmann n'était pas d'accord avec la stratégie du NFP. Il pensait que la puissance de son score européen allait tout régler. Il était fort mari le temps du NFP. Il a été totalement absent, d'accord ? Et la seule personne en plus qui se réclame aujourd'hui de place publique au sein du NFP est un ancien ministre macroniste. Alors s'il pense que ça, c'est au cœur de la gauche, s'il croit que le score de Mélenchon n'est dû que au talent de Mélenchon, que je sous-estime pas, mais n'exprime pas une puissance quand même de volonté, d'aspiration à des ruptures avec les politiques précédentes, d'exigence sociale, d'exigence écologique, d'exigence démocratique, et que c'est ça aussi, si on veut être au cœur de cette aspiration qu'il faut porter et incarner, il se trompe totalement. Mais je dis aussi, moi le désaccord que j'ai avec Jean-Luc, je ferme pas sur un nom, je dis autour de quelle stratégie ? Autour de quelle stratégie ? La stratégie en permanence qui va cultiver la conflictualité, non pas seulement pour susciter des débats intéressants, mais la conflictualité, y compris au sein de son propre camp, pour se démarquer. La stratégie qui crée les conditions d'une mobilisation d'une jeunesse sensible aux questions de racisme, sensible aux questions internationales, mais qui est parfois totalement incompréhensible pour toute une série de gens qui ont d'autres problématiques que seulement le racisme. Quand je dis ça, je ne dis pas que le combat contre le racisme n'est pas fondamental. Le sociétal, c'est du social. Je suis d'accord. Et il faut porter le combat culturel contre l'extrême droite. Mais il faut aussi avoir un discours ample. Il me semble tel que le faisait, y compris Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'est-à-dire une stratégie qui amène à ce que les gens se disent moi aussi qui suis un salarié qui doit prendre la bagnole pour aller bosser, qui suis dans des zones de désert rural, moi aussi qui suis que sais-je sur nombre de sujets peut-être moins avancés sur des questions de droits fondamentaux mais qui fondamentalement quand même pour l'égalité, je me reconnais dans ce projet. Et puis on va dire aussi les choses simplement, de se dire que en termes de démocratie, etc. Je suis à l'aise pour me reconnaître là-dedans. Et je pense que les amis insoumis ont fait des erreurs stratégiques. Et pour pas rentrer dans la polémique, le fait qu'ils nous aient virés à coups de pied, au moment où il y a une dynamique contre l'extrême droite, c'est pas seulement notre situation qui était une erreur, après tout ils peuvent ne pas nous aimer, mais ça donne l'impression que c'est un parti qui ne peut pas mener une discussion. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont caricaturé, on en revient au point de départ, en expliquant que c'est nous qui voulions partir, en expliquant que les statuts de l'après, qui n'étaient vus que comme une association de débat à l'époque, dans une époque où on s'était dit
On avait regardé les élections européennes, le niveau des élections européennes, c'était certains qui disaient des insoumis, vous êtes des antisémites, et certains au sein de la famille insoumise qui disaient, vous êtes des génocidaires, ce qui empêche normalement toute discussion commune par la suite, si on croit vraiment à ce qu'on dit. Bon, et c'est ça qui a ouvert le chemin pour que Macron se dise, tiens, comme ils sont divisés, je vais dissoudre. Donc, chaque fois qu'on sera divisé, l'adversaire se dira, j'ai un chemin pour passer. Donc, moi, j'aimerais à ce que tout le monde baisse d'un ton, et discute sérieusement. On va dire les choses clairement. Si demain il y avait une dissolution, il va de soi que les mêmes qui disent qu'ils ne peuvent pas présenter un candidat commun à l'élection présidentielle rediscuteront pour se présenter aux élections législatives. Donc moi j'ai envie qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Si les états-majors vont rediscuter pour présenter les candidats communs aux législatives, c'est bien qu'il y a une base programmatique qui doit permettre d'une discussion à l'élection présidentielle. Et puis bon sang, je veux dire une chose, on est matricé à ce point-là par la Ve République et le présidentialisme que le problème c'est la personne et qu'on ne peut pas débloquer cette situation. Tu comprends? Je le dis. Là encore, sans naïveté, parce que ce que je souhaite, et il faudra muscler ça dans ce que fait Lucie Castet, c'est discuter du programme. Et Lucie est pour discuter du programme. Qu'est-ce qu'on prend du programme du nouveau Front populaire? Comment on le réactualise par rapport à la période? On peut quand même se dire qu'il y a un contexte international qui peut amener à comment on prend des questions de défense, etc. On a vu une dégradation dans toute une série de sujets sur notamment des réformes fiscales. Je crois quand même, là-dedans, il n'y a même pas la taxe Zuckman, tu vois, par exemple, qui est une chose qu'on a fait adopter au Parlement. Donc on peut quand même muscler tout ça de manière positive. Un programme, c'est aussi pas seulement dire on a 600 mesures, c'est quoi les 4 points autour duquel tu veux faire campagne. Moi j'ai un peu d'expérience d'une campagne présidentielle. Les gens qui viennent voter, c'est quoi les 2-3 idées fortes qu'ils retiennent. Donc ça aussi c'est une discussion d'ordre stratégique. Quel profil on a dans cette campagne? Je veux dire, il y a des secteurs électoraux qui ont été bétonnés, on va te dire, on voit bien comment la gauche elle surperforme dans certains endroits, mais comment on travaille dans des déserts électoraux en s'adressant à des gens qui certes sont abstentionnistes, mais pas de démagogie par rapport à l'abstentionnisme. Hein. L'abstentionnisme c'est pas naturellement un vote de gauche qui n'attend que de venir, tu vois ce que je veux dire, il faut aussi travailler tout ça, et puis faut pas raconter d'histoire. Moi je pense qu'il y a un moment où on a beaucoup de gens qui viendront s'ils ont le sentiment qu'on a une stratégie de victoire, mais qui seront peu mobilisés pour nous, s'ils ont l'impression que notre truc est un affrontement qu'ils ont déjà vu 1000 fois, et qu'on va vers la défaite. Et ça peut même amener une chose, hein, ceux qui auront pour principale boussole de leur vote d'empêcher la victoire de l'extrême droite, on peut même avoir une surprise, qu'à nouveau un nouveau Macron fasse des voix parmi les nôtres, parce que les gens diront c'est lui le plus efficace pour battre l'extrême droite. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, donc cette discussion-là, moi j'aimerais l'avoir avec tout le monde. Peut-être que certains trouvent que là je vais vite, c'est trop à la hache et tout, mais on va pas dire je confie tout l'avenir de la gauche à M. Glucksmann parce qu'il a décidé, ou je confie tout l'avenir de la gauche au candidat que la France Insoumise a décidé. On peut en discuter. Je veux dire, les 70 députés insoumis ne sont élus que parce qu'ils sont les candidats du NFP. Si on y va dans la division, j'annonce que quasiment la moitié ne sera pas réélue. Et ça nous concernera tous. C'est ça qu'on a envie. C'est la boîte à gifles. Donc tous ces éléments-là, en étant exigeant bien sûr sur la question programmatique, parce que sinon ce que je raconte n'a pas de sens, nous amène est-ce qu'on n'a pas le temps maintenant de cette conversation? On a fait le NFP en 4 jours, il nous en reste, je crois, je ne sais plus combien j'avais trouvé le chiffre, 600 et quelques pour jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi on ne pourrait pas discuter? Moi, je trouve que le poison de la Ve République nous pourrit les choses. Et ça aussi, c'est une contre-culture. On peut faire une équipe, on peut donner à voir quelque chose de choral, il peut y avoir un candidat, mais qui est contrebalancé, si je puis dire, par différentes personnalités. Tout ça, moi j'y crois, donc c'est pour ça qu'on s'est regroupés, qu'on fait l'après. Il y a une autre question qui divise et qui a beaucoup focalisé depuis maintenant plusieurs années au sein de la NUPES puis au sein du NFP, c'est la question stratégique. Et là, on la voit aussi au sein des syndicats. Tu vois, genre la CGT a quitté le conclave des retraites parce que le Premier ministre avait dit on ne touchera pas au report de l'âge légal à la retraite à 64 ans. La CFDT est restée. La CFDT, aujourd'hui, là on est lundi, il est 15h30, donc c'est la dernière réunion, l'ultime réunion avec les syndicats patronaux, et a priori devrait acter des accords partiels, c'est-à-dire sur certains sujets, qui sur la carrière des femmes, qui sur la pénibilité, et obtenir des petites avancées. Et là, tu vois, tu as une différence en fait dans la façon dont tu abordes la politique. D'aucuns disent ils sont en train de négocier le prix de la corde à laquelle ils vont être pendus. Mais il y en a d'autres qui disent c'est toujours ça de prix, en fait, un peu d'avancée sur la carrière des femmes ou la pénibilité. Est-ce que là, il n'y a pas aussi des gauches qui sont réconciliables, je pense, hein, mais voilà, qui sont des disputes stratégiques profondes et qui disent quelque chose de profond dans deux courants de la gauche différents?
Non, mais il y a des courants et des sensibilités au sein de la gauche. Il ne faut pas être démagogique. Hein. C'est toute l'histoire. Il y a l'histoire de la gauche française. Maintenant, je répète que moi, je le regarde la période, pour parler pompeusement du mouvement ouvrier, à l'aune d'une extrême droite très forte qui peut prendre le pouvoir, ce qui est du jamais vu depuis 1945. Donc j'invite à ce que, là je parle politique, on n'ait pas les mêmes stratégies politiques que ce qu'on avait par le passé. Je répète, nouvelle période, nouvelle stratégie. Sinon, on répète des catéchismes politiques à la con, qui ont été vrais. Bon, deuxièmement, ce que tu m'invites, l'exercice auquel tu m'invites à faire, c'est un jugement d'un politique sur une stratégie syndicale. Alors, moi, je suis... Ça existe aussi dans les partis, les socialistes et les insoumis... Oui, alors, concernant la politique, moi je pense qu'il faut comprendre pourquoi il y a eu par 2 fois le candidat Mélenchon qui était devant, c'est qu'il y a une aspiration importante au sein de la gauche et qu'il faut être exigeant socialement parce que c'est ça qui crée de la dynamique. Donc c'est vraiment pour laquelle je pense que le centre de gravité programmatique de ce qu'on doit faire doit être dans les clous quand même du NFP et que ceux qui me disent qu'il faut être moins disant social, je trouve que c'est dangereux. Après, bon, faut rentrer dans le détail là-dessus. Il y a des exigences écologiques, des exigences démocratiques, etc. Bon, là, après, il y a une chose qui est d'ordre syndical. Moi, je vais être honnête. Bon, je suis pour l'unité syndicale, mais je suis plutôt culturellement, on va dire, du côté de la stratégie, celle de Sophie Binet, de la CGT. Maintenant, quand il s'agit d'une stratégie syndicale, tu l'as pointé. Les salariés se mettent en grève pour gagner 100 euros. Si à l'arrivée, ça se termine sur on a gagné 15 euros, en fonction de l'appréciation du rapport de force, c'est pas nécessairement de la trahison de dire on prend nos 15 euros même si on s'est battu pour 100. En fonction du rapport de force. Alors, c'est là où j'ai un désaccord, si ce que tu me dis se vérifie, c'est que je pense que le rapport de force politique et démocratique au sein de l'Assemblée devrait amener à ce que les organisations syndicales continuent à exiger le fait que ce conclave était une entourloupe, qu'il avait été ouvert pour pouvoir rediscuter de la réforme des retraites, que de ce point de vue-là, le cadrage politique, parce que c'est Bayrou qui l'a convoqué, n'a pas été respecté. Tout ça, il devrait y avoir à l'Assemblée un vote, non pas sur les conclusions du conclave, mais sur la réforme, oui ou non, Borne. Les socialistes avaient utilisé la stratégie que je désapprouvais, mais je la remets sur la table, de dire on ne censure pas Bayrou pour avoir, ils l'ont dit par écrit, l'engagement que Bayrou soumettra au vote, quelles que soient les conclusions des travaux dits conclave sur la réforme des retraites. Et ça, je pense que les organisations syndicales auraient dû dire, puisque on n'arrive pas à aller là-dessus, il faut que ça revienne aux politiques. Je me fais comprendre. Donc, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur ce que fait la CFDT. Moi, je suis plutôt sur une... Je pense que si j'avais été syndicaliste, j'aurais fait, comme a fait Force ouvrière ou la CGT, évidemment, de quitter le truc. Maintenant, la question, c'est quelle est l'appréciation du rapport de force politique ? Il y a des organisations syndicales qui peuvent apprécier que le rapport de force politique est tellement dégradé qu'on n'obtiendra pas mieux et qui signent des accords moins disant. Mais c'est à nous, les politiques, de les aider à être plus exigeants. Je me fais comprendre. Oui, et c'est à nous, me semble-t-il, cette semaine. Moi, je mettais ça en rapport avec Jean-Luc Mélenchon qui, en juillet dernier, dit après le second tour des élections législatives, maintenant, ce sera le programme, hein, que le programme, il s'est fait plaisir, ça sert à rien, ça. Oui, mais non, mais ça traduit quelque chose de comment lui se place en fait dans ce rapport de force politique. Et d'un autre côté, après, ils ont tiré à boulet rouge sur les écologistes, les socialistes et les communistes qui, par exemple, allaient aux réunions de Barnier et après de François Bayrou. Non, mais tu vois, et franchement, ça a mis du sel sur des plaies qui étaient déjà bien. Enfin. Là, tu démontres ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Je suis pas pour mettre des sels sur nos fractures. Pas par gentillesse, encore que je suis peut-être trop gentil. Mais à quoi ça sert fondamentalement ? Moi, je pense qu'on aurait dû utiliser notre énergie après faire ça pour faire, 1000 réunions en France de présentation du programme, pour chacun prendre un point sur la défense de l'école, sur la fiscalité, populariser le programme. On a fait quelque chose de magnifique. Bardella devait gagner. Enfin, je veux dire, la dynamique, l'autre, il est fou, hein, Macron d'avoir dissous au moment où l'extrême droite est en dynamique. On les a bloqués parce qu'il y a eu une formidable réaction et une mobilisation. Mais je l'ai dit, 9 millions de voix dont on est content, on va dire si on additionne les divers gauches, ça peut tourner autour de 10 millions, ça ne suffit pas, parce que ce dont on parle, cette fois-ci, c'est pas de jouer pour savoir si on est la plus belle force électorale ou, comme je dis parfois pour être méchant, qui c'est qui a la plus belle tombe du cimetière électoral de la gauche. Je m'en fous un peu de ça. Moi, je suis pas sur une stratégie, je l'entends parfois, je vais pas dire de nom, mais de gens qui, de toute façon, l'extrême droite va gagner et il faut une force qui résiste face à la victoire de l'extrême droite. Donc, faut être dur. Je suis pas d'accord. C'est une stratégie qui est folle. Si l'extrême droite gagne,
les amis, écoutez-moi bien, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement tous ceux qui sont issus de l'immigration maghrébine vont être les premières victimes des provocations et les puissants outils de la Ve République pour les faire. Ça va être dur pour eux. Deuxièmement, les organisations syndicales se feront serrer le kiki parce qu'il y a toute une série d'aspects où évidemment que ce soit de manière financière, etc., pour que le mouvement ouvrier organisé se retrouvera affaibli. Ce pays ne sera plus le même. Donc avant de savoir comment on s'organise, en cas de défaite face à l'extrême droite, qui nous amènera à avoir une discussion sérieuse, créons les conditions parce que c'est pas perdu. Et donc moi je joue pas la défaite, je joue pas le maintien du groupe radical une fois que l'extrême droite a gagné. Je dis que on peut y arriver. Je dis sans lâcher sur l'essentiel, comment on crée un arc de force qui arrive à pouvoir changer les choses. C'est toute l'histoire de la gauche. Je veux dire, dans les années 70, ça a bouillonné, 68 était là, l'extrême gauche française de Trotsky, il était extrêmement puissant, c'était le parti communiste qui était le plus puissant, c'était Jacques Duclos qui avait fait pratiquement le même score que Jean-Luc Mélenchon, 22% à l'élection présidentielle. Et là où des gens comme Jean-Luc Mélenchon m'ont appris de Mitterrand, c'est que le type, il a été un élément de l'union de la gauche. En faisant un programme de synthèse à la fois de cette aspiration à la radicalité, cette aspiration à la démocratie, à une époque où il y avait l'Union soviétique et beaucoup de gens s'inquiétaient, y compris à gauche, sur les libertés publiques, etc. On peut y arriver. Et comme tu dis, ça amène plusieurs choses. Soit on passe son temps à verser du sel sur les plaies, et les socialos sont critiquables 1000 fois. Moi, je suis allé le dernier jour au congrès du Parti Socialiste. Les mecs qui croient malin, type Maillard Rossignol, de dire à la tribune « jamais avec les insoumis, plutôt perdre son âme que les élections », sont des irresponsables, parce que face à l'extrême droite, créer les conditions de la défaite électorale, c'est perdre son âme. C'est perdre son âme politique, d'accord? Ou d'autres qui utilisent la tribune, je ne vais pas citer leur nom, mais on les reconnaîtra, pour dire « t'es un salopard », machin, pour empêcher complètement que les... Ça, c'est des effets de tribune détestables de gens qui ont été battus au sein du congrès du Parti Socialiste et qui veulent utiliser le buzz médiatique pour l'emporter à nouveau. Même d'un cheveu, le fait que Olivier Faure, et moi j'ai des désaccords encore avec l'équipe d'Olivier, mais c'est quand même l'idée qu'il faut l'union. Donc, Marine Tondelier, au sein des Verts, elle a dit qu'elle voulait l'union. Les communistes, ils sont venus à notre congrès, ils sont pas totalement convaincus, mais j'essaie de les convaincre pour qu'ils participent à la discussion, notamment avec leurs exigences sur le fond. Les insoumis, amis, vous avez été moteur de la NUPES, du NFP. Venez, puis si ça vous plaît pas, vous apporterez sans doute une exigence là-dedans qui nous intéresse. Moi, j'en suis là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet outil. On aura d'autres échéances. On n'est pas les seuls à apporter ça, parce que rien n'est perdu. Enfin, je veux dire, il y a un moment, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de la culture aussi, de ouin, tout est perdu. Il y a un moment, voilà, on est à un carrefour politique de l'histoire du pays. On a vu que on avait passé des européennes très compliquées. Il y a de la ressource, il y a de la disponibilité. Il y a encore, il y a 30 millions de gens qui vont voter. Il y en a 19 millions qui vont pas. Là-dedans, il y a à puiser, mais il y a à convaincre, à élargir. Et je crois que la stratégie que je propose mérite d'être discutée. Je pense qu'elle est bonne. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans la période qui vient. J'ai une dernière question, Alexis. Au sein de l'après, vous avez, il y a d'ores et déjà une personne qui est candidate à la candidature, c'est Clémentine Autain. Elle l'a dit elle le dit depuis quelques semaines. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a d'autres au sein de l'après qui sont candidats à la candidature pour la présidentielle? Et du coup, c'est quoi le chemin un peu plus précis que tu envisages pour désigner ce candidat ou cette candidate à l'élection présidentielle? Alors déjà, quand on dit il faut, là où on était très mécanique, il faut une candidature commune, il faut aussi, on connaît la société médiatique, les affects, il faut des gens pour l'incarner. Hein, je veux dire. Et ça, c'est une tâche. C'est pas, comment dirais-je, une équation avec des X et des Y où on met n'importe qui. Donc le fait qu'il y ait des copains, des copines qui travaillent à ça et qui disent, moi, déjà je travaille à ça, c'est-à-dire on connaît l'exercice, avoir une capacité d'avoir un discours assez... qu'on est pluriel sur beaucoup de sujets, etc. Il faut les remercier, les féliciter. Clémentine fait ça. Merci Clem. Merci Clémentine. C'est une femme stable, connue par un certain nombre de gens. Il faut encore qu'elle travaille à sa notoriété, mais enfin, je veux dire, on voit qui c'est dans le pays, qui a toute une série d'années de combat avec une fidélité sur les choses, qui est une femme au cœur de la gauche, etc., qui a été dans la culture insoumise, qui parle à toute la gauche. Donc elle coche beaucoup de cases. Et je termine avec cet argument aussi. Je ne sais pas si Clémentine m'engueulera si je l'utilise, c'est une femme. Je veux dire, d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi. Moi, je trouve que lorsque la question aussi du féminisme, la révolution féministe qui a lieu, bon, elle a des avantages. Maintenant, Clémentine, elle a eu l'élégance aussi de nous dire, elle veut pas que l'après se transforme en une écurie présidentielle. Elle fait ce boulot, elle le fait savoir. Des fois, ça rebondit médiatiquement ou pas. Mais la méthode qui est la sienne est de dire qu'elle est comme moi, on est très alignés,
qu'il faut qu'il y ait un processus pour désigner une candidature commune, et elle sera candidate dans ce processus-là. L'idée de Clémentine, ce serait bien que tu l'invites, elle lui dira mieux au point, c'est qu'on peut imaginer qu'au sein de ce processus de désignation, une fois qu'on en aura fixé les règles, parce que moi, je pourrais développer sur le fait que j'avais écrit un bouquin contre les primaires, que maintenant, je suis... Bon, bref, mais on va dire, on fait court aujourd'hui. On peut imaginer des candidatures qui sont soutenues par différents partis. Que ce soit pas un choc d'organisation, mais qu'une personnalité dise, ben moi, j'ai telle personnalité du PS, du PC, des écolos, de machin qui me soutient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui peut amener à ce qu'au sein de l'après, il y aura peut-être aussi d'autres candidats qui seront, qui auront le soutien de certains amis. Et je pense que Clémentine, là, sa candidature aura, c'est de l'esprit qu'elle a. Et je pense pas qu'elle soit la seule, mais il faut que ce soit une candidature qui embrasse toutes les familles qui se rassemblent. Donc, à l'heure où on parle, de toute manière, moi, là où j'ai toujours dit à Clémentine, on est nombreux, il faut la féliciter, il faut l'encourager, il faut l'aider. Je veux dire, beaucoup de camarades de l'après organisent des réunions, parce qu'en plus, elle a sorti un bouquin très, très intéressant sur l'esprit public, la défense des services publics, elle a des choses à dire, et elle le fait dans une démarche de modestie, qui tranche un peu parfois avec le melon que beaucoup de gens ont dans la période, quoi. Mais donc, attends, donc vous avez acté que ce qu'il faut, c'est une primaire, parce qu'il y a d'autres modalités de désignation d'un candidat unique. Nouvelle question, mais j'aimerais avoir 2 secondes pour le dire, c'est que il faut un processus pour arriver à un candidat commun. Dans ce cadre-là, soit il y aura la méthode Castet, pourquoi pas, les partis disent on se met d'accord sur un nom, et c'est très bien. Soit il peut y avoir, à un moment donné, face à la difficulté, un rétrécissement des candidatures, enfin il y a des choses qui semblent de plus en plus évidentes. Soit, ce qui m'a l'air le plus probable, et j'ai beaucoup évolué là-dessus, l'idée de dire, même tu vois, comment ça s'appelait la primaire, j'ai oublié le nom, la primaire populaire la dernière fois, je les ai beaucoup moqués en 2022, je trouvais que c'était folklorique. Ils ont quand même rassemblé 400 000 personnes dans leur histoire. Alors, ils l'ont fait trop tard, la candidature de Taubira paraissait vraiment, puis Christiane n'avait pas grand-chose à dire sur beaucoup de sujets, et puis il y avait déjà lancé la candidature Mélenchon, mais 400 000 personnes. Il y avait une attente. Et donc on peut imaginer à un moment donné, sur des modalités de vote qui resteraient à définir, avec un cadrage programmatique qui éviterait à ce que ce soit trop l'affrontement, qu'on ait des désignations. Alors il y a des votes préférentiels, il y a des votes... Tout ça, moi je suis assez ouvert. Dans l'État de New York, on vote sur des votes préférentiels, pas seulement le choc de personnalité, mais on émet des choix. Enfin, il y a des choses qui peuvent être tout à fait compréhensibles de manière populaire et qui peuvent amener à ça. Clémentine, comme d'autres amis, elle est candidate à participer à ce processus. Donc elle ne rajoute pas une candidature, elle est candidate à aider à ce qu'il y ait une candidature commune. Et de ce point de vue-là, je lui dis merci. Ben, on verra bien de quoi il en retourne le 2 juillet, puisque c'est la date de rendez-vous avec Lucie Castet. Qui sera le point de départ d'un processus. Pas d'effet déceptif, les amis, parce que je vois bien comment les esprits méchants qui ne veulent pas que ça réussisse vont dire « Ah ben c'est que ça votre truc ». Et moi je veux que ça réussisse. Non mais toi, attends, t'as bien compris mon cher Pablo que je ne parle pas de toi, mais je vois bien comment les gens disent « Ah bon, vous n'avez pas réglé tous les problèmes en quelques heures ?» Non. Mais si déjà le 2 juillet, des forces qui sont en capacité de présenter des candidats à l'élection présidentielle viennent dire « Nous sommes favorables à engager une discussion, nous nous fixons un calendrier, nous allons discuter programme. » Sans doute que c'est après les élections municipales de 26 qui vont être un moment un peu... qu'il faudra passer gentiment, de manière dynamique. Nous mettrons en place un processus. Si on fait ça et qu'il y a toute une série de forces politiques, toutes, espérons-le, quasi toutes, ça pourrait être pas mal, on peut engager une dynamique. Parce que moi j'ai la conviction que c'est ça l'attente profonde du peuple de gauche. Partout où je vais, moi, sur les marchés, les gens me disent arrêtez de déconner, ils nous en mettent tous dans le paquet. Arrêtez de déconner, mettez-vous d'accord, arrêtez de vous taper dessus. C'est ça l'ambiance que moi je vois. C'est ça l'ambiance que je vois. Et je pense qu'il faut lui permettre de s'épanouir et réussir. Merci beaucoup Alexis. Merci.